Genre les yeux fermés parce que j'ai mes lunettes de soleil dans ma bagnole. Ah, ouais. C'est pas grave. Tu veux te mettre là éventuellement? Non, ça va. Okay. Je vais regarder à table. Ouais. Bah, tu regardes le truc noir. C'est ça. Ouais. On commence? On y va. Piero San Giorgio, bonjour. Bonjour. Ah, il dit plus à HBC, il m'a oublié. Ah, c'est ça. Ah, un chien. Oui, alors, non, mais toi, la bestiole, bon, on va le montrer à la caméra, comme ça. Viens, Philou. Voilà. Hop. Saute. Bonjour. Ouais, bon. Ah, il veut pas. C'est un chien. Ouais. Il va nous casser les couilles tant qu'il ne sera pas sorti. T'as pas bouffé. Il n'y a rien à bouffer. Aujourd'hui, j'allais te proposer de parler de quelque chose de particulier sur lequel tu as travaillé sur une période de plus de 6 ans. Ouais, si c'est mon dernier livre, ouais. Ouais, exactement. Son dernier livre, il n'est pas encore sorti, mais ça risque d'être fort intéressant. Alors, au niveau de la taille. Bah, ça risque d'être un 800 pages D'accord. pour le tome 1. Alors, on va essayer de réduire à peut-être 700, mais dans le format NRBC, écrit petit, ça va être un livre ouais, ça va être peut-être 600 pages, ouais. Donc le double, ça va être le double d'épaisseur de NRBC pour la même grandeur de livre. Donc ça va être une brique de 1 kg, je pense, facile. Utile pour la self-défense. Ah, c'est pratique pour négocier. Pour torturer les gens à coups de... Ouais, on avait le bottin à l'époque, ou le Minitel dans les ripoux. C'est ça. Et de quoi va-t-on parler dans ce livre? Alors, c'est un livre qui, effectivement, la genèse, il y a longtemps, était sur la peur, mais même en fait avant. Alors, pour la petite histoire, l'idée, c'est que je me suis rendu compte que on a beau, dans le monde de la préparation, de la survie, etc., de faire beaucoup de théories, de plans sur la comète, de préparation physique, mais on le dit toujours, c'est le mental qui d'abord est le plus important, et qui souvent peut faire défaut si on ne s'entraîne pas, si on n'est pas prêt. Et l'un des éléments du mental qui peut faire défaut dans la vie en général, c'est la capacité à gérer la peur ou ces peurs, qui sont des émotions instinctives provoquées par soit des événements extérieurs qui arrivent. On voit un serpent, on a peur du serpent, on réagit, immobilisation, paralysie donc, fuite ou combat. On va mordre le serpent. Mais ça peut être aussi des choses qu'on s'imagine. On peut aussi s'imaginer des choses qui nous font peur. Par exemple, la peur de l'avion n'est pas très rationnelle, puisqu'on sait que les avions n'ont pas beaucoup d'accidents. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avion. Ou par exemple, la peur la plus fréquente que l'on retrouve dans le monde, dans les environnements sociaux, c'est la peur de s'exprimer en public. Ça, c'est une des peurs les plus fréquentes qui existent. Puisque c'est que dans ta tête, parce qu'au fond, qu'est-ce qui peut arriver de terrible en parlant en public? La pire des choses, c'est que tu as l'air ridicule. Donc il y a une peur enfouie qui nous amène ça. Et donc, je m'étais dit, il y a quelques années, je me souviens très très bien, c'était le jour où... Ah, ça n'a pas marché. Ah, ouais. Pardon. Non, c'est pas grave, je reprends après, il faut que je réponde. Oui, je crois que c'est en 2015, j'étais allé interviewer Thibaut de Montbrial à Paris, qui est un avocat qui est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme, et qui s'intéresse beaucoup à la survie, parce qu'il a compris que nous allons vers un effondrement, comme beaucoup d'entre nous. Et ce jour-là, je rencontre un thérapeute français, Eric d'ailleurs, c'est devenu un pote depuis, qui travaillait sur la peur, sur les maladies les maladies psychosomatiques créées par la peur. Typiquement, les allergies, les psoriasis, des trucs comme ça. Et puis, en discutant, on s'est dit, tu sais quoi, on devrait faire une conférence sur comment on gère la peur dans une situation de survie, parce que j'avais lu beaucoup sur le sujet. Et lui, sa partie très psychologique, parce que c'est un expert en PNL, donc il comprend comment fonctionnent les programmations neurolinguistiques du cerveau, et qui sont très, très puissantes. J'en parlerai ça dans le tome 2. Et on s'est dit, on n'a qu'à faire un PDF d'une quinzaine de pages, vite fait, bien fait, on fait une conférence. Et voilà. Donc cette idée d'un PDF de 15 pages,
d'une recherche à l'autre, d'un trou de lapin à l'autre. Puisque j'ai commencé à travailler sur la neurologie, j'ai travaillé sur la peur au combat, j'ai commencé à travailler sur la peur de la mort, la peur de l'inconnu, comment les religions nous protègent ou pas de la peur, etc. Bref, ça a commencé à dériver dans un immense capharnaüm de choses. Et puis simultanément, j'étais en train, à l'époque, d'écrire un livre que j'ai abandonné depuis, mais qui reviendra peut-être, qui était un livre qui travaillait sur la santé, comment se préparer à avoir la meilleure santé possible en cas de survie. Alors la pratique de ce livre m'a été fort utile, puisque entre le Covid et toutes ces autres merdes, je suis jamais malade, j'ai pas de problème, etc. Mais là-dedans, il y avait énormément de parties sur la relaxation. Parce qu'au fond, un des problèmes dans la santé, c'est le stress. Oui. Et le stress est souvent généré par la peur. Et donc, de fil en aiguille, et pas que, mais souvent, le stress, on le crée nous-mêmes. Parce qu'il y a des stress externes. Je veux dire, c'est sûr que si tu dois... le stress, c'est un terme qui nous vient de la métallurgie. C'est sûr que s'il y a des pressions, s'il y a des contraintes que l'on vit, ça génère du stress. Mais souvent, c'est du stress parce qu'il y a plein de choses qu'on fait dans la vie, on ne doit pas les faire. On s'oblige à les faire pour des raisons de culpabilité, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de pression sociale, pour des raisons d'intégrer un groupe. Et tout ça, ça génère du stress. Et donc, le stress est une des causes premières de mauvaise santé et de problèmes médicaux et de problèmes physiques. Donc, gérer le stress, moi, je fais beaucoup ça par la méditation, par la respiration surtout, par le bon sommeil, par une nutrition. La pizza à midi, c'était une entorse à la chose, mais on travaille sur énormément d'éléments. Et donc finalement, j'ai retrouvé énormément de choses sur lesquelles je travaille dans la santé liées à la peur. Et bref, ça m'a amené à 6 années de lecture, d'interviews, un travail titanesque. J'ai interviewé des dizaines et des dizaines de spécialistes, des gens de niveau prix Nobel, de neurologie, en psychologie, des gens qui ont été à la guerre, qui ont vécu le combat, on en parlait à midi, des gens qui sont pris des obus dans la tranchée où ils étaient, etc., des gens qui ont dû flinguer des gens qui se sont fait tirer dessus, des choses qui sont des situations réelles et sur lesquelles on fantasme beaucoup dans le milieu de la survie, du surréalisme, parce que, et fort heureusement, ça nous arrive pas tous les jours, ce genre de situation. Mais après, il y a aussi les peurs du quotidien. Il y a la peur de se retrouver au chômage, il y a la peur de perdre de plus avoir d'argent, la peur de passer pour un con, la peur de comme je disais, de s'exprimer en public. Il y a plein de choses qu'on a de toute façon et qu'on vit. Et ce que j'explique en assez grand détail dans ce livre, alors c'est une méthode un peu... c'est pas du tout comme font les spécialistes de développement personnel en te disant, dis-toi une mantra, tu dis non, mais je peux y arriver, je sais que je peux être plus fort que ma peur, c'est pas du tout ces conneries-là. C'est vraiment un livre alors dans le tome 1, qui va prendre l'explication de comment ça fonctionne la peur au niveau technique, parce que faut comprendre vraiment comment ça fonctionne, les hormones qui sont liées, les mécanismes et les zones du cerveau qui sont activées lorsqu'il se passe quelque chose, etc. On a plusieurs manières d'analyser les alertes qui peuvent nous amener à être craintifs, à peurer, terrifiés, etc. J'ai interviewé, d'ailleurs, on trouve son interview le très éminent, très connu spécialiste de la peur qui s'appelle Joseph Ledoux, qui est un professeur à New York, à l'université de New York, qui lui a été celui qui a déterminé et évidemment scanner à l'appui et test à l'appui, qu'on a 2 manières de réagir à la peur. Il y a ce qu'on appelle la voix basse, qui travaille sur l'hypothalamus, l'amygdale essentiellement, et qui nous donne une réponse instinctive. C'est la peur réflexe. C'est putain, on voit un truc, on se protège le visage, machin, ça. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la voix hausse, qui est la peur raisonnée. C'est en disant putain, il y a un truc, l'économie va mal, les barbares vont venir me bouffer. Et ça, c'est une peur qui est créée par le raisonnement. Et l'objectif n'est pas, en fait, l'objectif de tous ces 2 tomes, dont le premier qui sort maintenant en octobre, qui va sortir fin octobre, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de comprendre et de pouvoir gérer. Exactement. La peur, elle va venir de toute façon. En revanche, c'est éventuellement l'atténuer à des niveaux qui sont gérables. Alors ça, on va travailler beaucoup dans le tome 2 sur des sensibilisations peut-être. Oui, il y a ça, il y a des techniques dans ce sens-là, il y a la respiration, il y a plein de choses.
mais il y a aussi une approche philosophique de la gestion de la peur. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais toutes sortes d'exercices, et d'ailleurs dans chacun des chapitres du bouquin, il y a des exercices pratiques à faire. Mais par exemple, si toi tu dis, dans chaque situation, tu fais un petit exercice mental qui te dit, ok, c'est quoi la pire des choses qui peut arriver? Alors la pire des choses, c'est que tu meurs, mais dans l'immense majorité des cas, c'est pas réaliste. La pire des choses qui peut arriver, c'est que tu t'es ridicule, ou tu passes pour un idiot, ou qu'on te dépouille de ton portefeuille. Bon, voilà, c'est pas la mort, c'est pas la fin du monde. Donc déjà, cet exercice-là, il te permet de relativiser les choses. Il te dit, mais au fond, j'ai pas besoin d'avoir peur de perdre mon boulot. J'ai pas besoin d'avoir peur de ceci. J'ai pas besoin d'avoir peur de divorcer. J'ai pas besoin d'avoir peur qu'on me vole ou qu'on m'agresse, etc. Oui, ça peut arriver, et si ça arrive, on s'est préparé pour ça. Mais il y a un moment où on a un recul qu'on met en place. Alors, peur, la pire chose qui peut arriver, éventuellement, c'est de mourir, dans d'affreuses souffrances. Mais là aussi, il y a une approche philosophique de la mort. Moi, je suis toujours étonné de voir ces guerriers dans l'histoire. Les Japonais sont connus pour ça, les samouraïs, les kamikazes, des gens comme ça, qui à un moment vont face à la mort en sachant qu'ils vont mourir à 99%, et qui lui sourient en fait et se disent bon ben voilà, je vais mourir, puis c'est comme ça. Et en fait, alors dans certaines cultures comme au Japon, c'est quelque chose qui se prépare culturellement, mais dans d'autres, ça pourrait se préparer parce qu'au fond, on va tous mourir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du livre, et qu'on a toute une réflexion à faire sur la mort, par exemple. Comment est-ce celui qui a fait cette réflexion sur la mort va déjà avoir un petit avantage à gérer des situations qui pourraient créer de la panique chez quelqu'un qui ne l'a pas fait. En fait, par exemple, la mort, le problème qu'il y a, je pense, c'est surtout qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Exactement, c'est pour ça que j'ai un gros chapitre sur la religion. Parce que la religion est essentiellement une création humaine qui nous apporte une ou plusieurs solutions, hypothétiques évidemment, sur la mort, et qui fonctionne sur un mécanisme qui est très humain et qu'on a tous besoin, c'est la notion de croyance. Tu avais certainement vu le film Ghost. Ah oui, il y a longtemps. Ah. Et qui montre qu'en fait, il y a quelque chose qui existe, mais que les moyens de communiquer ne sont pas encore connus. Donc ça, c'est une hypothèse. Pourquoi pas? En tout cas, dans le chapitre sur la religion, d'abord je donne mon avis sur les religions. Je pense que vous allez être surpris de voir ce que je pense. En revanche, l'aspect inconnu, souvent pour l'être humain qui a cette tendance à vouloir contrôler les choses, parce que le contrôle de son environnement, c'est la sécurité. Ouais. Le non-contrôle, c'est donc la peur. Et toute la civilisation, c'est une notion de vouloir contrôler son environnement, vouloir rendre prévisibles les choses, les événements, et d'éviter l'imprévu qui cause des problèmes, des dommages, etc., voire la mort. Donc on en revient toujours à la mort. De toute façon. Mais là, tu mets le point sur quelque chose de très intéressant, en fait, en disant on cherche toujours à contrôler. En fait, celui qui arrive à vivre sans avoir besoin de contrôler les choses, devient totalement acteur de sa vie et la contrôle à 100%, puisque rien ne va l'atteindre. Je sais pas si... Alors, c'est deux choses différentes. Alors, il y a le contrôle de sa vie pour éliminer les éléments ou les réduire qui pourraient nous arriver dessus. Exemple, avant de conduire, j'apprends à conduire. De manière à contrôler ma bagnole, de manière à pas heurter le premier passant venu, la première bagnole venue, le premier mur venu. Donc ça, c'est une notion, par exemple, de contrôle. C'est par la préparation, je vais apprendre à conduire, je vais rouler, et je vais pas me viander. Et il y a celui qui se dit, je m'en fous, je me détache des choses, de manière à ce que les choses ne me touchent pas, ou ne me touchent pas aussi fort. Donc ça, c'est l'approche stoïque, entre autres. C'est aussi l'approche que j'ai un chapitre qui s'appelle « Rien à foutre ». Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est l'approche « Rien à foutre ». Bah, c'est sûr qu'il y a, par exemple, regardez plein de situations sociales où les gens ont peur du qu'en dira-t-on, de la honte, qu'est-ce que se passera-t-il. À
partir du moment où t'en as rien à foutre, Il se il y a passe rien. énormément de choses qui s'en vont. Alors moi, c'est un truc que j'ai appris un peu tard sur la fin de la quarantaine, début de cinquantaine. Mais clairement, il y a ce détachement, il est important. Alors on peut se détacher par la foi, on peut se détacher par la prière, on peut se détacher par le rien à foutre, on peut se détacher par... Et c'est une des manières d'atténuer les peurs. Parce que si quelqu'un dit si tu fais pas ce que je dis, je vais te virer, toi tu peux réagir en disant ah merde, il faut que je me prépare, il faut que je bosse, etc. Donc tu réduis la chance d'avoir un impact, tu peux contrôler le pourquoi je pourrais me faire virer, mais tu peux aussi dire bah vire-moi, j'en ai rien à branler. La question c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Non, c'est La comment question faire. c'est est-ce que toi tu vas ressentir de l'angoisse, des phobies, des peurs, parce qu'il y a toutes sortes de déclinaisons de la peur, et de la crainte, et du stress lié aux situations de la vie. Parce que le mec veuille te virer ou pas, en fait, c'est pas tellement sous ton contrôle. Toi, tu peux contrôler comment tu agis, tu peux contrôler tes performances, tu peux contrôler comment tu réagis au chef qui t'emmerde, par exemple, dans une situation de travail. Et tout ça, évidemment, dans des situations de survie, c'est, voilà, t'as un chaos social. La préparation peut t'amener à en avoir rien à foutre. Par exemple, le fait d'avoir ta base autonome durable, d'être à la campagne, d'être loin du bordel dans les villes. Je vois, il y a plein de gens, et moi y compris, pendant les émeutes raciales qu'il y a eu en France au fin du mois de juin, début du mois de juillet, là, les quelques jours. Mais moi, ça m'en touchait une sans toucher l'autre, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à branler des mecs qui brûlent des voitures à Paris? Je m'en fous, je suis dans ma montagne valaisanne, je suis bien. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Ah, le Valais, c'est pas la Suisse, hein, il faut le préciser. Ouais, d'accord. Mais c'est un peu mafieux comme endroit, c'est marrant. Mais voilà, donc on a un côté détaché par la préparation. Donc en fait, les deux choses s'embriquent. Donc tu peux avoir rien à foutre parce que tu as fait le boulot. Exactement. Donc et c'est pour ça que ça prend 800 pages, parce qu'il faut expliquer comment l'imbrication, parce que c'est pas juste ou là j'ai peur, je me casse ou je lui pète la gueule. Non, c'est une démarche de longue haleine, en fait. C'est une longue réflexion. C'est pour ça que j'ai dû faire 2 tomes, parce que tout l'aspect de la gestion du stress, l'aspect gestion physiologique de la peur, ça, ce sera le tome 2. D'accord. Comment on respire, comment on prépare son physique, comment on prépare... je sais pas, même réduire le stress, c'est aussi réduire l'inflammation au niveau médical, hein, l'inflammation dans le corps. Voilà, je peux pas tout dire au même moment dans le même chapitre. Alors d'abord, c'est qu'est-ce que la peur, comment elle fonctionne, quels sont ses effets physiologiques, comment vous la reconnaissez, parce que des fois vous vous sentez pas bien, puis qu'est-ce qui se passe? Et je vais donner 2-3 trucs pour dire voilà, ça c'est de la peur, ça c'est de l'angoisse. C'est pas la même chose. Ça dérive du même stimuli. Ton cerveau, il va traiter ça de la même manière, mais il y a un effet qui est la peur, avec toutes sortes de symptômes, et un autre effet, et toutes sortes de représentations physiologiques, qui parfois peuvent être confondues si on fait pas gaffe. Et puis, par exemple, qu'est-ce que l'angoisse? Et dans le deuxième tome, on va parler particulièrement de phobie, par exemple. Et on va aborder le sujet de comment on les gère. Mais l'idée, c'est que ce soit pas un livre médical, hein. C'est un livre pratique. C'est passionnant, mais il faut bien comprendre que le sujet est tellement énorme, et que si c'est pour pouvoir progresser, ça va nous demander des efforts. Oui, et puis c'est pour ça que j'ai fait énormément d'exercices. Dans chaque chapitre, il y a 3-4 exercices. Un peu comme dans les magazines féminins, où tu sais, tu dois remplir des cases, où tu vas faire des exercices, mais c'est plutôt des exercices de réflexion. C'est pas lorsque vous êtes face à un lion, vous faites cocher une case, je fuis, je combats le lion à main nue, je sors mon Colt 44 et je lui explose la gueule. Je me cache derrière Pierrot. Et je lui dis, si c'est la réponse C, donnez-vous 4 points. Non, c'est pas des exercices de ce genre. C'est des exercices, oui. J'essaie de courir plus vite que celui qui court le plus lentement. Exactement. mais l'idée, c'est d'avoir des réflexions. La réflexion, c'est pourquoi est-ce que je suis dans un endroit où il y a un putain de lion? Pourquoi je suis arrivé là? Donc Qu'est-ce que j'ai fait pour touche arriver là? la protection personnelle et ce que fait Jean Carillo. Pourquoi t'es dans ce putain de quartier? C'est rigolo. Ouais, alors ça peut être rigolo. Alors, ça sera dans le tome 2, les confrontations à la peur, les exposure therapy de Seymour et de psychologues dans ce genre-là. On va en parler. Mais pour donc ce premier tome, on va aussi aller assez loin dans
parce que les deux livres vont s'embriquer, on peut les lire on pourra les lire séparément, mais ils s'embriquent évidemment. Par exemple, donc après la troisième partie, qui est un livre qui est une réflexion philosophique sur la peur, la quatrième partie est un travail de compréhension de qui on est.